Du coup, Barbatronic, Oui, on va peut-être faire la transition à ta propre démonstration. C'est quoi déjà le sujet? on va parler de comment on s'installe dans une pièce pour faire de la robotique. Waouh. Ok. Alors moi c'était petit hein, chez moi. Oui, mais pour beaucoup c'était petit, donc on va en D'accord. discuter justement. Bah trop Merci. bien. Hop, on fait la petite passation. On va faire un tout petit temps d'installation. Euh, hop. Ok, alors rebonjour à tout le monde. On va entamer cette petite conférence sur comment monter et animer un lab dédié à la robotique. Ou en d'autres mots, comment investir un espace de 18 mètres carrés pour y fabriquer des robots. Alors pourquoi 18 mètres carrés? Parce que cette semaine, j'ai posé un petit peu la question sur le Discord de la Coupe. Quelle était la taille des espaces que vous aviez au début quand vous avez commencé la coupe ou dans votre école. Et effectivement, ça oscillait. Il y avait des espaces qui étaient très petits, hein, 10 mètres carrés. Il y en avait d'autres qui étaient gigantesques, 100 mètres carrés. Ça n'avait aucun sens. Voilà, la moyenne, c'était environ 18 mètres carrés, entre 15 et 18 mètres carrés. Donc, on va regarder un petit peu comment on peut faire ça. Mais avant, petite présentation. Donc, qui je suis? Je suis Adrien Braque, alias Barbatronic. Je suis ingénieur en mécatronique et je participe à la Coupe depuis 2009, d'abord avec l'équipe Val Robotique, puis ensuite l'équipe des Caribous, qui est encore mon équipe à l'heure d'aujourd'hui. Moi, j'ai animé un lab, donc un Fab Lab, autour de la robotique. Donc la CSTI, c'est la culture scientifique et technique et industrielle, entre 2014 et 2021. Et aujourd'hui, je suis responsable du makerspace de l'école d'ingénieurs Unilassal à Amiens. Je suis également enseignant. Alors, les Caribous, petite équipe fondée en 2011. Donc on est trois sur le projet actuellement. Donc, on voilà y est là-bas là, avec nos superbes toques et tabliers de la compète de l'année dernière. On participe à la Coupe de France, mais on participe aussi à la Maker Fight. J'ai quelques images juste après. Notre credo, c'est vraiment le partage de savoir, le partage de savoir-faire, et effectivement aussi réaliser des robots qui sont assez simples à fabriquer, à concevoir et à comprendre. On a un petit palmarès, alors pas sur des gains de compétition, à part la Maker Fight qu'on a gagné en 2019, mais on a eu quelques trophées à la coupe, donc c'est plutôt cool, trophées de communication, de la pédagogie, etc. Donc là, on a quelques petites images de nos robots. Donc là, on a les deux robots holonomes de l'année dernière. On a le robot holonome également d'il y a 2 ans. Et on a nos deux robots qui ont participé à la Maker Fight. Donc c'est les combats de robots qui étaient organisés par Technician Hub de Mulhouse et qui, j'espère, reprendra cette année parce qu'on a bien envie de se fighter avec des robots encore cette année. Et je vous ai dit alias Barbatronic parce que à côté de tout ça, j'ai également une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Alors surtout la chaîne Twitch, puisque je live stream toutes les étapes de la fabrication, de la conception de nos robots le dimanche soir à 21h. Alors peut-être pas demain, mais la majorité du temps le dimanche soir à 21h. L'idée, c'est de montrer quelles vont être les étapes de fabrication d'un robot, les écueils, ce qui marche pas, de montrer que ça prend du temps de fabriquer un robot, mais qu'on peut aussi s'entraider.
Donc si vous voulez passer me voir, n'hésitez pas. Alors, le sujet, peut-être mettre un petit chrono. Le sujet de la conférence de ce soir, c'est monter et animer un lab dédié à la robotique, donc investir un espace de 18 mètres carrés. Donc votre aventure commence ici. Vous ouvrez la porte, le directeur de votre école vous a gentiment filé un espace inutilisé, une réserve, une cave au choix, au fin fond d'un couloir abandonné. C'est une pièce de 18 mètres carrés, c'est pas mal, hein, 18 mètres carrés pour débuter, mais voilà, c'est le local de votre équipe. Vous êtes en septembre, il n'y a pas encore le règlement qui est sorti. Vous attendez patiemment vos compagnons. Que faites-vous? Eh bien, la première chose à faire, ça ne va pas être de monter un établi, de monter une table, de commencer à fabriquer un robot. Ça va être de développer un petit peu cet espace et de faire un petit espace convivial, sympa, un petit espace canapé où vous allez pouvoir proposer aux gens qui sont intéressés ou que vous voudriez intéresser à la coupe un petit café, un petit thé pour échanger avant le règlement et faire un petit espace voilà, d'accueil. C'est quelque chose qu'on oublie en fait, assez souvent, cet espace. En général, il arrive plus tard. On en parlait ce matin avec l'équipe Evolutech. Mais c'est finalement un des premiers espaces auxquels vous allez devoir penser, puisque vous allez devoir avoir des compagnons avec vous pour commencer cette aventure. Et cet espace, il va vous servir aussi tout au long de l'année pour aller, par exemple, accueillir des sponsors, des visiteurs, des gens qui voudraient voir un petit peu votre local et ce que vous y faites. Donc c'est bon, maintenant vous avez votre canapé, vous avez votre petit espace thé-café. Vous allez devoir animer votre espace et la première chose, ça va être effectivement de présenter le concept de la coupe, d'inviter les gens à venir dans ce petit espace, de vous faire connaître, de montrer des vidéos, des robots, d'expliquer un petit peu ce que c'est, de s'inscrire peut-être sur le Discord de la coupe, hein, et puis de commencer voilà, à échanger. Hein, ouais, je viens du Nord, hein, bien évidemment, vous l'avez reconnu. Donc on avance un petit peu dans l'année, le règlement est là, alors c'est le règlement bêta, mais c'est pas grave, c'est un événement. Donc, on va mettre à profit ce petit espace. On va y rajouter un petit tableau blanc. Si vous y arrivez, un petit vidéoprojecteur, ça peut être sympa. Et vous allez regarder la présentation du règlement tous ensemble, voilà, histoire de pouvoir réagir après la présentation de ce règlement, de commencer à imaginer des choses sur votre tableau, de commencer à travailler ensemble sur votre projet. Alors effectivement, si vous n'êtes pas très loin de Paris, vous êtes venu en direct suivre sur place la présentation du règlement, mais si vous êtes un petit peu loin, voilà, vous pouvez le faire dans ce nouvel espace qui est le vôtre. Maintenant que vous avez le règlement qui est sorti, c'est là où il va falloir réfléchir à la table. Alors pourquoi la table elle arrive à ce moment-là de l'année? Pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a vraiment un avant et un après avoir installé un espace de jeu dans une structure comme un club de robotique. L'espace, il permet de structurer un peu les échanges, il permet de se rendre compte un petit peu, quand on ne connaît pas la coupe, quand on ne connaît pas les tables, de se rendre compte de ce que ça représente, de la taille, des volumes, de la texture du sol, de la hauteur des bordures, etc. Ça permet aussi de commencer à construire les premiers éléments, de commencer à imaginer un petit peu vos stratégies. Donc cet élément, il est central et il va vous être utile tout au long de l'année. Donc autant l'imaginer tout de suite dans votre petit, je vous rappelle, espace de 18 mètres carrés. Alors, le problème, c'est que, vous vous souvenez tous, parce que vous avez tous lu le règlement ici, de la taille d'une table de la Coupe de France de robotique, 2 mètres par 3. 2 mètres par 3, c'est très grand. Voilà, dans un espace de 18 mètres carrés, même une demi-table, ça prend quand même énormément de place. Et il va falloir réfléchir à des astuces un petit peu pour pouvoir l'utiliser, parce que même si la table elle est importante, c'est un peu le paradoxe de la table, c'est que ça prend de la place et que c'est vraiment utile à la fin de l'année quand vous avez vos robots qui tournent et vous pouvez commencer à faire les essais dessus. Le reste du temps, même si c'est central et même si c'est intéressant de l'avoir, ça prend quand même énormément de place. Donc une petite solution que je vous propose, si vous avez un petit espace de ce type-là, ça va être de partir sur une table de 120 cm par 120 cm. Alors vous allez voir, je n'ai pas choisi ces valeurs-là par hasard, il y a vraiment une raison. Déjà une raison technique,
c'est que c'est assez simple à fabriquer parce que ça correspond à 2 tablettes de mélaminé de 60 cm de large. Voilà. Une tablette de mélaminé, vous allez au magasin de bricolage du coin, vous prenez une grande tablette de 250 cm par 60 cm, vous la coupez en deux, vous avez une table. Voilà. Vous avez une petite table de 220 par 120. Vous allez faire la bordure, bien évidemment, à 7 cm de haut, ça c'est important. Et vous allez utiliser comme vinyle, pas le vinyle officiel de la coupe, parce que celui-là il est prévu pour un terrain de 2 mètres par 3, vous allez utiliser un petit vinyle quadrillé. Je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça peut ressembler. C'est suffisant pour débuter. C'est facile à fabriquer, c'est facile à déplacer si jamais vous avez besoin de bouger les choses dans votre local. Et pour le soutenir, cette dimension, je vous ai dit, je ne l'ai pas choisie par hasard, elle est assez intéressante parce que si vous êtes dans une école, la plupart des tables des écoles font 120 par 60 environ. Ça tombe bien, on a une table en 2 parties de 120 par 60, donc autant l'utiliser directement. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule solution. Alors voilà, petite astuce, parce que c'est quelque chose dont on me parle très souvent au début, c'est comment on fabrique une table. Voilà, là par exemple, c'est une demi-table qu'on a chez nous, mais c'est des tablettes de mélaminé, c'est une structure en bois. Ça nous a coûté largement moins de 40 € à fabriquer. Et vous avez une table qui est suffisamment résistante et suffisante pour vos essais. Et je vous ai dit, le vinyle, n'essayez pas de faire le vinyle coloré tout le temps, tous les ans. Ça n'a aucun intérêt, sauf si vous voulez héberger des événements. Partez sur le vinyle quadrillé. Alors ce vinyle quadrillé-là, vous allez pouvoir le retrouver dans les fichiers de la coupe. Il est, si je ne me trompe pas, dans les SVG. Vous pouvez masquer un ou deux calques et vous allez retrouver ce quadrillage. Et ce quadrillage, il va être hyper important. Déjà, vous allez avoir la texture de la table pour faire vos essais. Vous allez avoir de quoi tester vos robots. Vous allez avoir de quoi calibrer très rapidement vos robots et voir si ce que vos robots font, ça correspond à ce que vous leur demandez. Ça permet aussi de visualiser si votre robot roule droit. Voilà, si jamais il y a un souci sur votre robot, c'est beaucoup plus visuel. Et il y a cette petite rosace là au milieu qui vous permet de savoir faire votre calibration en angle aussi. Donc je vous dis, voilà, 120 par 120, vous allez commencer à réussir à faire des choses très intéressantes avec très peu. Mais cette table, vous l'avez vu tout à l'heure là, elle est en lévitation, hein. Voilà. Donc il va falloir la poser sur des choses. Et une petite photo de la. Donc ça c'est chez nous dans notre local. Donc on a une demi-table, vous voyez. Et les espaces avec les scotch, c'est les zones qu'on change chaque année et qui permettent de délimiter les zones de départ. Par exemple, ça c'était l'année dernière. Et cet espace sous la table, eh bien, plutôt que de ne pas l'utiliser ou de juste poser la table sur d'autres tables, c'est une inception de table, on va plutôt utiliser des éléments de cuisine. Voilà. Ça tombe bien, le 60 cm, c'est un élément de cuisine standard. Et pourquoi des éléments de cuisine ? Parce que globalement, vous allez voir, un élément de cuisine, ça se récupère très facilement. Voilà, sur le bon coin, ça peut se racheter, ça peut même se donner. Il y a plein de gens qui refont leur cuisine et qui sont encombrés avec ces éléments-là, donc n'hésitez pas à les récupérer. C'est des éléments dans lesquels vous allez pouvoir avoir des portes, des tablettes, des tiroirs, qui sont modulables, que vous pouvez faire évoluer, qui sont donc un bon rapport qualité-prix. Si vous avez de l'argent, vous allez dans un magasin suédois dont on ne peut pas dire le nom pour pouvoir récupérer et acheter ces éléments, voilà, pour pas cher. Et au mieux, voilà, si vous en manquez un d'éléments, vous pouvez caler très facilement un petit frigo là, juste à côté du coin sympa pour stocker bien évidemment tout le matériel électronique type pâte à braser, voilà, qui a besoin d'être stocké au frais. C'est pour ça qu'on met un frigo dans les associations, bien évidemment. Maintenant, on commence à avoir, ça avance un petit peu l'année, il faut qu'on commence à réfléchir. Donc, il va falloir se voir régulièrement, faire des petites réunions, donc sur de l'intercours, le soir, le week-end, si vous avez la possibilité d'accéder à votre local le soir et le week-end. Créer peut-être un espace d'échange, Discord, par exemple, en ligne, pour pouvoir échanger quand vous n'êtes pas là en présentiel. Et je vous conseille aussi de commencer à créer un site web. Pour plusieurs raisons. Déjà pour partager votre avancement avec le reste du monde, ça peut être sympa, vos réflexions, mais aussi pour commencer la démarche de sponsor, parce que vous allez avoir besoin de moula, on en parlait ce matin, et ça vous pouvez l'avoir avec des sponsors, et votre site web c'est
votre plateforme qui va vous permettre de montrer ce que vous faites. Et ça, les sponsors, en général, ils sont assez friands de tout ça. Donc maintenant, tant qu'on est dans un magasin suédois dont on ne peut pas prononcer le nom, pourquoi ne pas aller chercher d'autres éléments de cuisine tant qu'à faire? Des éléments hauts, des éléments bas. Donc j'insiste un petit peu, mais en fait l'avantage de ces éléments de cuisine, en fait, c'est que en plus d'être facile à récupérer, c'est des éléments qui sont faits pour durer, c'est des éléments qui sont faits aussi pour soutenir des poids assez importants, c'est des éléments très modulables, et c'est moins cher que des éléments d'atelier. Donc si vous débutez, voilà, c'est quelque chose qu'on peut très facilement utiliser. Hop, et on va finir l'aménagement avec un beau plan de travail, voilà, en bois, voilà, ou en ce que vous voulez. En bois, c'est vachement moins cher et vachement plus adaptable, qui vous permettent d'avoir un grand espace de travail large, voilà, dans lequel vous allez pouvoir mettre des chaises en dessous et pouvoir poser par la suite vos équipements. Donc, faites attention à cette petite phrase là en dessous. Faites en sorte de le fixer solidement pour pas que la première fois qu'un de vos mécanos tape du marteau sur une pièce de votre robot, tout s'effondre. Voilà, essayez de faire quelque chose de solide, je vous le conseille, structurellement, et puis ça vous évitera des surprises. Alors en fait, notre espace, il commence à être pas mal, hein. Voilà, il y a quand même pas mal de rangements, il y a un petit coin sympa, il y a de quoi travailler. Alors 18 mètres carrés, effectivement, on ne va pas avoir une équipe de 30 dedans. Mais on peut commencer à faire des choses très très chouettes. Et ouais, pour le soft, je vous conseille aussi, voilà, rajoutez une petite bande là pour lui, celui qui va coder. Voilà, rajoutez-le là, devant, là, bien devant la table, pour pouvoir, pour qu'il puisse coder, voir ce qui se passe sur le robot. Vous savez faire ce geste que les gens à la coupe connaissent bien, c'est vous lancez et puis vous faites ça comme ça pour attraper votre robot. Voilà, voilà. Essayez de vous mettre très proche de la table pour pouvoir coder votre robot et vous allez voir, on va rajouter des petits trucs sympas. Installer des prises aussi à proximité, ça peut servir. Alors, maintenant que ça a commencé un petit peu à avancer, il y a un responsable qui ouvre chaque semaine, mais à un moment, ce responsable, il n'est pas là, il a patinoire, il a poney aquatique, vous voulez accéder à votre local, il n'y a pas la clé, etc. Donc, voilà, gérer l'ouverture de votre espace. Alors là, il n'y a pas vraiment de recette miracle, hein, ça va vraiment dépendre de comment vous arrivez à gérer tout ça et dans quel espace vous vous trouvez. Donc il y a la possibilité de créer des plannings d'ouverture, ça peut être sympa. Designer un ou plusieurs responsables des clés. Il y a une solution qui fonctionne bien dans les écoles ou dans les grosses structures, c'est plutôt que d'avoir une clé qu'on se passe, c'est de laisser les clés à l'accueil ou chez le gardien et venir les récupérer et les déposer à la fin. Voilà, ça peut être une bonne manière de pouvoir gérer cette ouverture-là. Et si pas de double des clés, la possibilité de réfléchir à des boîtiers sécurisés à code pour pouvoir récupérer une clé. Bon. Le plus, c'est la gestion par badge. Je sais que ce n'est pas possible partout, mais c'est vrai que cette question de l'ouverture, elle apparaît forcément à un moment ou à un autre, et on a tous vécu ça, le fait d'arriver devant la porte et de dire « t'as les clés ?» Non, c'est machin qui les a. Oui, mais lui, il est parti aux Bahamas, avec Jean-Michel, du coup, et de se retrouver à ne pas pouvoir bosser sur notre robot. Sacré Jean-Mi, ouais, effectivement. Ok, donc là, les machines commencent à arriver, parce que oui, vous avez commencé à imaginer des choses, il va falloir les prototyper, il va falloir travailler un petit peu sur la réalisation des pièces. Vous allez utiliser potentiellement de l'impression 3D, des fers à souder, on en a parlé tout à l'heure, de la découpe laser. Donc, pour tous ces éléments-là, il y a plein de conférences qui sont déjà passées et qui vont arriver, notamment demain, sur les machines. Cependant, voilà, j'aimerais vous donner quelques idées, quelques conseils concernant les machines sans rentrer véritablement dans les détails de leur fonctionnement. Pour revenir sur notre équipe, ce qu'on aime bien utiliser chez nous, ce qu'on utilise énormément, déjà de une, c'est l'impression 3D. Je pense que là, aujourd'hui, c'est la machine reine pour pouvoir faire du prototypage rapide. Donc, ce serait dommage, vu les prix des machines aujourd'hui, de s'en priver. En deuxième lieu, ce qui a beaucoup changé le design de nos robots et la manière dont on prototype, c'est la découpe laser. Voilà. Énormément de pièces dans nos robots sont réalisées en découpe laser. C'est une machine qui va travailler très très rapidement sur des matériaux très divers,
et qui va nous permettre de prototyper en quelques minutes, heures, un prototype fonctionnel. On a le fer à souder et les espaces de soudure, et ça, on a déjà eu une super présentation tout à l'heure. Et je vais mettre les inserts pour le troll, et parce que c'est bien, et on va en parler. Donc les inserts à chaud, puisque c'est un peu au centre aussi de notre système de prototypage pour nos robots. Alors on commence avec l'impression 3D. Donc sans rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de partir sur des modèles faciles et simples à réparer, faciles à utiliser et simples à réparer, des modèles qui ne vont pas être trop chers. Ça ne sert à rien d'arriver avec des modèles à la Ultimaker S5 à 5000 balles. Ça n'a aucun intérêt pour débuter. Vaut mieux partir sur des petites machines. Il y a des machines comme chez Creality qui fonctionnent très bien, chez Artillery qui fonctionnent aussi très bien. On est sur environ 200-300 euros. Voilà. Si vous avez un petit budget, prenez une petite machine ou plusieurs petites machines. On va en parler juste après. En termes de taille de plateau, pareil, ce n'est pas nécessaire d'avoir des plateaux gigantesques. Nos robots sont finis dans l'espace. Il y a une taille qui est assez réduite finalement. Donc des plateaux de 200 par 200 suffisent largement pour une très très grosse majorité des pièces. Si jamais je devais choisir aussi entre Direct Drive et Bowden, donc c'est là où l'extrudeur se met sur l'impression 3D. Donc le Direct Drive, c'est directement sur la tête. L'avantage du Direct Drive, c'est qu'il va être plus lent, ça va être l'inconvénient, mais vous allez pouvoir faire passer des matériaux plus complexes, notamment des matériaux souples dedans. Donc réfléchissez-y aussi. Moi j'ai plutôt une préférence maintenant pour le Direct Drive. Et après il va falloir partager cette machine. Et pour ceux qui ont des machines partagées dans des espaces, vous savez à quel point ça peut être très compliqué. Donc n'hésitez pas à informer vos collègues de comment fonctionnent les machines, à former vos membres d'équipe, et surtout à partager vos profils d'impression. Voilà, pour que tout le monde imprime avec quasiment les mêmes profils, pour pas qu'à un moment, il y ait Gérard qui ait envie de faire une expérimentation incroyable sur la machine parce qu'il a vu ça dans une vidéo YouTube, et que voilà, la machine soit inutilisable au bout de 10 minutes. Parce qu'il faut que ça fonctionne longtemps. Et si je pouvais vous donner un petit conseil, je vous ai dit choisissez des petites machines pas trop chères, et ben l'idée derrière, c'est quand même d'en avoir plusieurs, des machines, parce que le moment où vous allez en avoir besoin beaucoup de l'impression, c'est au début en prototypage, mais ça va, vous avez le temps, vous faites votre prototype, vous pouvez le récupérer le lendemain, et en général 2 semaines avant la coupe, et là c'est beaucoup plus tendax en termes de temps d'impression. Donc si vous avez la possibilité d'avoir, pour le même prix, pour le même budget, 4 imprimantes, bah, je vous conseillerais quand même de partir sur 4 imprimantes pour pouvoir prototyper plus rapidement, pour pouvoir centraliser les profils d'impression, pour pouvoir être efficace lors des sprints juste avant la coupe, et puis pourquoi pas montrer un petit serveur. Il y a des choses qui se font très bien, par exemple le répétier serveur fonctionne très bien pour ce genre de choses. Nous c'est ce qu'on a fait au Makerspace, on en a 9 comme ça qui sont montés en serveur, en ferme d'impression, et c'est hyper efficace. Voilà, donc on parlait des meubles de cuisine. Alors l'avantage d'une petite machine, c'est qu'elle se met aussi dans un meuble de cuisine. Voilà. Là, on a une artillerie. Alors celle-là dépasse un petit peu, mais elle est très grande. Voilà. On avait notre Ultimaker original, qui est carrément dans un tiroir. Donc on peut la rentrer et puis pouvoir refermer derrière et la laisser travailler à l'intérieur du meuble. Et à l'arrière, là, juste derrière Quentin, vous avez notre ferme d'impression avec les 9 machines. Alors, la découpeuse laser, pareil, machine très très prisée pour le prototypage. Si vous avez un petit espace et que vous voulez une laser, n'essayez pas d'avoir une laser déjà gigantesque. Prenez une petite laser. Aujourd'hui, il y a des petites lasers de bureau qui font environ 500 par 300 en termes de taille, qui sont très très suffisantes pour la coupe. Voilà. Et par pitié, voilà, pour vous, choisissez une découpeuse fermée. Il y a énormément de découpeuses aujourd'hui à diode qui sont vendues avec, vous voyez, ces frames ouvertes, où il faut mettre les lunettes, etc. Par pitié, ne choisissez pas ça pour des raisons d'extraction de fumée, pour des raisons de sécurité. Je ne comprends pas pourquoi ces machines sont encore vendues, très honnêtement, elles sont extrêmement dangereuses. Donc voilà, choisissez une machine fermée, elles seront peut-être plus chères, mais votre local et votre santé vous remercieront. Et évacuer les fumées qui seront générées par la machine. Dans la meilleure des cas, filtrez vos fumées avant de les évacuer. C'est aussi hyper important.
Alors, pour le choix des découpes, vous avez des découpes laser diodes qui sont fermées et qui sont pas trop mal, mais par contre, elles découperont pas l'acrylique. Donc si vous avez envie de découper de l'acrylique, ça c'est un peu l'erreur qu'on fait. On se dit on va prendre une découpeuse de diode à 200-300 balles et ça va le faire, sauf qu'en fait vous allez être très limité au niveau de l'acrylique. Donc si vous souhaitez découper ce type de matériau-là, pensez à choisir une découpeuse laser CO2. Et deux choses, sécurité plus, et attention à des versions exotiques de machines chinoises très peu onéreuses, notamment la K40. Et j'en parle en connaissance de cause. Cette machine, la K40, c'est une machine que vous pouvez trouver à 200-300 dollars. Alors un peu plus si jamais vous devez l'importer. C'est une machine qui est super, hein, qui est en CO2, qui va très bien fonctionner, mais par contre qui demande une certaine maîtrise, une certaine modification et pas mal de sécurité à rajouter dessus. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces éléments-là, préférez acheter quelque chose d'un petit peu plus onéreux, mais au moins sécurisé. Et sécurité plus parce qu'une machine, alors ça prend pas feu directement, mais le matériau à l'intérieur, il peut prendre feu très très rapidement. J'ai vécu dans ma vie 2 feux de laser, dont un sur de l'acrylique. Voilà, alors on pense, tiens, c'est le bois qui va prendre feu dans une laser. Non, 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 en fait, le pire, c'est l'acrylique, parce que ça va s'accrocher, ça va continuer à brûler l'ensemble de la machine sans s'arrêter. C'est une catastrophe. Donc, si vous avez une machine de ce type-là, mais je pense que tu en reparleras demain, sécurité avant tout, restez à côté des pièces, et si vous ne savez pas ce que vous faites, ne faites rien. Alors, le poste soudure, je ne vais pas revenir dessus, parce que ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Donc on retrouve le poste à souder, la partie pour récupérer les fumées, la lampe, etc. Donc voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par cet élément-là, allez revoir la conférence qui a été réalisée tout à l'heure. Mais c'est un espace dont vous allez avoir besoin aussi. Et voilà, la presse à insert, je vous présente la presse à insert, parce que pourquoi pas, et en vrai c'est utile. Voilà, les inserts sont des inserts filetés que vous allez mettre à chaud dans vos pièces en impression 3D. Vous pouvez le faire avec un simple fer à souder, mais pourquoi pas ne pas réaliser une petite presse à insert, un petit projet pour les nouveaux. Ça peut être très sympathique à réaliser. Donc ça c'est celle que j'ai faite au Makerspace. Voilà. Et vous voyez, il y a plein de choses très très chouettes autour. Il y a des petites boîtes pour mettre les inserts et tout. Faites-vous plaisir. Alors, pourquoi je vous montre aussi ce projet-là? C'est aussi parce que quand vous allez installer vos machines, n'hésitez pas à mettre du matériel autour dédié à la machine. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de temps quand vous arrivez dans votre local. Vous avez envie de prototyper, de travailler tout de suite. Donc, ayez vos outils à disposition autour de vous. Créez-vous des rangements, on va y revenir. Et soyez efficaces. Et une dernière petite machine, souvent on la laisse un petit peu de côté, mais en vrai vous allez avoir besoin de faire du flocage pour vos t-shirts, vous allez avoir besoin de faire des stickers, des fois pour la coupe, une petite décoration par exemple sur vos robots. Une découpeuse vinyle aujourd'hui ça coûte un poil plus qu'une centaine d'euros, donc ça se cale dans un coin de votre local et ça peut s'utiliser, ça peut sauver un petit peu votre fin de projet. Par exemple, vos t-shirts ne sont pas arrivés, il faut absolument que vous ayez des t-shirts floqués. Voilà. Alors, si vous êtes dans une école, ou même chez vous, mais encore plus si vous êtes dans un établissement public, si vous avez un doute sur le matériel que vous avez installé, faites vérifier votre installation. Vérifiez que ce que vos machines consomment excède pas ce que vous pouvez brancher dans votre local. Vous avez normalement du personnel qualifié qui est en capacité de vous dire est-ce que ça peut tourner ou pas de manière sécurisée. Mais voilà, faites-leur confiance. Ils sont là justement pour éviter que si un jour il y a un souci, que ça ne vous retombe pas dessus. Donc si vous avez un doute, vous n'intervenez pas directement, bien évidemment, et vous en parlez avec les personnes de votre structure. Alors, là maintenant, on est un petit peu à la moitié de l'année, ça commence à arriver, il y a des membres, etc. Là, ça serait intéressant aussi, avec les machines, commencer à instaurer des petits ateliers pour apprendre aux membres à se servir des machines. Ça permet aussi de faire venir des nouvelles personnes, des gens qui ne seraient pas forcément intéressés par la coupe, mais qui se disent, bah, tiens,
C'est bientôt Noël, j'aimerais bien faire une petite découpe laser pour mon sapin. Et puis après, en arrivant, de se dire, tiens, il y a quand même des projets très très chouettes là-dedans. J'aimerais bien rester pour pouvoir faire autre chose et pour pouvoir les aider, cette bande de cinglés, à faire des robots. Donc, proposer aussi des présentations techniques, voilà, où vous présentez un petit peu les projets, vous échangez un petit peu les projets que vous faites. Voilà, et n'hésitez pas, voilà, à créer des petits ateliers, des espaces d'échange. Alors, on arrive bientôt à la fin. Là, il va y avoir, vous commencez à avoir des prototypes. Vous avez des sponsors qui commencent à vous donner des composants électroniques. Vous avez commandé de la mécanique, de la visserie, etc. Tout ça est dans des cartons et dans des sachets sur la table au centre de votre pièce. Il va falloir ranger tout ça pour déjà ne pas en perdre, savoir ce que vous avez et pouvoir l'utiliser facilement. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez souvent pas le temps, en fait. Voilà, quand vous travaillez sur un robot, quand vous arrivez, vous devez faire en sorte que ça soit le plus efficace possible. Donc l'idée, c'est que tout doit être rangé et trié. Et pour vous aider dans cette tâche, il y a l'étiquetage. Ça ne rime pas, c'est pas grave. Pour ordonner, classer, voilà, pour étiqueter le monde. Et si je devais vous donner un conseil, choisissez une option USB, parce qu'il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec une étiqueteuse, mettre des QR codes ou ce genre de choses-là, assez rigolotes avec des options USB, avec le logiciel de l'étiqueteuse. Préférez une étiqueteuse à batterie, c'est dommage d'avoir une folie d'étiquetage et de ne pas avoir de pile pour son étiqueteuse, c'est toujours une tristesse. Donc choisissez une batterie. Et aussi, c'est une machine que vous allez pouvoir utiliser pour vos câblages. Vous allez pouvoir étiqueter vos câbles. Vous allez pouvoir voilà, faire du câble management avec. Il y en a même certaines pour les versions pro qui permettent directement d'imprimer sur des bandes, des gaines thermo. Voilà, ça a été expliqué tout à l'heure, les gaines thermo-rétractables, à quoi ça servait sur le câblage. Et bien là, vous pouvez directement appliquer des notations dessus. Donc renseignez-vous, c'est assez chouette. Et hop, on passe à la mise en boîte. Il va falloir ranger tout ce beau merdier que vous avez foutu sur votre magnifique table qui, voilà, pour l'instant, vous ne voyez plus le quadrillage de la table, vous voyez juste des sachets. Alors, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise solution, juste des petites bonnes pratiques. Éviter la multitude de boîtes différentes. Alors ça me fait rire des fois quand je viens dans des vieux clubs où on ouvre, ou alors souvent c'est au centre de la pièce, il n'y a pas une boîte qui est pareille. Voilà, il n'y en a aucune qui s'empile correctement. C'est assez dingue. Essayez de trouver un format de boîte que vous aimez bien, vous en prenez une dizaine et au moins vous êtes en capacité de ranger ça proprement. Vous étiquetez le contenu et en plus, je vous rappelle, il va falloir vous déplacer à la coupe. Il va falloir ramener du matos. Donc, tant qu'à faire, prenez des boîtes que vous allez pouvoir emmener facilement à la coupe avec l'étiquetage et le contenu déjà labellisé dessus. Voilà, et du coup, alors nous, chez nous, on a deux types de boîtes. On a les petites à cloisonnement fixe et des grandes à cloisonnement mobile. Et du coup, quand c'est rangé, bah, on a toutes nos boîtes voilà, qui sont rangées en ligne avec ce qu'il y a dedans. C'est quand même 10 fois plus pratique pour se repérer et chercher de l'équipement. J'essaye d'accélérer parce que je vois le temps qui court. Autre solution pour ranger ces éléments, investir les murs. Parce que bah, si vous reste encore des murs de libre, c'est intéressant de pouvoir créer des espaces, des surfaces de rangement. Et là, il y a un truc qui fonctionne bien. Je suis désolé, je vais dropper un nom d'un matériel que vous trouvez chez un vendeur suédois dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est le système SCADIS. Voilà, c'est des pegboards en fait. C'est des planches avec des trous sur lesquels on peut venir fixer les choses. Leur système est quand même bien foutu. Il y a une grosse communauté en fait qui crée des éléments en 3D pour pouvoir s'intégrer dessus, pour pouvoir ranger des outils. Donc c'est en plus vous avez 4 imprimantes 3D, vous avez une découpeuse laser, on l'a vu tout à l'heure, donc utilisez-les pour ça. Et puis il y a une petite astuce, c'est que souvent dans les écoles, ils ne sont pas trop chauds pour que vous perciez les murs. Donc proposez quelque chose, proposez juste qu'on vous installe une planche d'OSB par exemple sur un mur, comme ça au moins eux ils font 4 pitons, voilà, c'est fixé, et vous allez pouvoir fixer ce que vous voulez dedans, au moins ça n'abîmera pas le mur, et vous pourrez faire ce que vous voulez. Voilà, donc
Il y a plein de manières d'utiliser ce pegboard. Là, il y a deux solutions qui me semblaient être intéressantes. Déjà, nous, on n'a pas beaucoup de place sur notre table, donc on a mis notre système de fer à souder directement sur le pegboard. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous les reconnaissez hein, si vous avez été à la coupe. C'est les gobelets de la coupe. Souvent, on revient avec tout un tas de gobelets qu'on a oublié de ramener à la buvette. Donc, bah, vous faites une petite impression 3D, puis comme ça, vous avez plein de pots que vous pouvez accrocher sur votre pegboard. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que il y a les rangements que vous allez pouvoir faire dans les tiroirs, dans vos boîtes, etc. Et alors là, je ne pouvais pas parler rangement et impression 3D sans citer le système Gridfinity. C'est un système qui a été développé par un YouTuber qui s'appelle Zach Friedman. C'est un système open source qui permet, à partir d'un système de grille, voilà, on voit la, je sais pas si on voit mon curseur, ouais, on voit la grille là juste en dessous, on la verra mieux après, de pouvoir mettre plein de systèmes de rangement, que ce soit de vis, de pinces, de boîtes, etc. C'est un système qui est extrêmement modélable, qui est facile et rapide à imprimer. Et une petite astuce, si vous voulez les créer très très vite et créer du rangement très très vite, passez une de vos imprimantes sur une buse de 0,8 mm. Ça vous permettra d'imprimer beaucoup plus rapidement et de ne pas attendre 10 ans l'ensemble de vos boîtes. Donc voilà, ça peut permettre de ranger des tiroirs, de faire des petits rangements comme ça sur le bord de votre bureau. Ça peut être assez chouette. Et alors, il y a des fous furieux qui ont fait des systèmes où vous pouvez mettre du Gridfinity sur du SCADIS. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez même en foutre sur les murs avec votre système de pegboard. C'est prodigieux. Et du coup, sur le rangement, je ne pouvais pas aussi finir sans parler des traditionnelles boîtes à vis. Pareil, c'est des systèmes de tiroirs qu'on peut fixer sur les murs. Le problème, c'est que ces casiers à vis, déjà, vous avez vos pegboards sur les murs, vous n'avez pas beaucoup de murs parce qu'il y a déjà plein de choses dessus. Vous n'avez peut-être pas le droit de percer. Donc, il va falloir trouver une solution pour pouvoir utiliser ces systèmes qui sont quand même très, très pratiques. Alors, vous avez vu, vous pouvez les étiqueter. Hein, ça fonctionne très bien. Vous pouvez même mettre des yeux. Voilà, on a tout un système d'œil pour nos robots, voilà, triés par couleur. C'est bien fait quand même. Donc la solution pour en mettre plein sans que ça prenne de la place, c'est de créer un petit système tournant. Voilà, donc nous c'est ce qu'on a fait chez nous. Donc du coup, on a 9 casiers qui nous prennent pas tant de place que ça. En fait, ça nous prend un petit 60-60, quoi, le bord d'un bureau. Et on a énormément du coup de stockage, de rangement comme ça en direct. Donc c'est voilà, une grande tour en bois avec au milieu et sur les côtés des roulements. Et ça tourne depuis, ça tourne depuis 2019 et ça fonctionne super bien. Donc je ne peux que vous le conseiller. Alors, vous allez commencer à bricoler énormément de choses dans votre local. Et je vous ai dit, vous avez énormément de stockage, etc. Profitez-en pour mettre à la fois vos outils à proximité des machines, mais aussi les EPI à proximité des usages. C'est hyper important, je sais qu'on blague souvent avec les EPI, mais en vrai, ne serait-ce que pour la laser, avoir ce qu'il faut en termes d'extinction de feu, si jamais vous faites du perçage ou autre, d'avoir des gants, des lunettes, etc. Voilà, mettez en place un système avec des EPI à côté. Si vous êtes dans un établissement scolaire, n'hésitez pas à avoir votre responsable QHSE, donc qualité, environnement, sécurité, tout ça, qui se fera un plaisir de vous aider dans cette tâche et disposer d'un kit de premier secours voilà, pour soigner les petits bobos qui apparaissent lorsqu'on fabrique des robots. Voilà, n'hésitez pas à former et informer vos membres des bonnes pratiques. Et vous avez vu, elle tient bien le fer à souder. Voilà. Alors, maintenant qu'on a tout ça, vous voyez, on commence à avoir pas mal de matériel hein, sur ce petit espace. Vous allez avoir un robot qui va commencer à rouler. Et généralement, vous n'avez pas envie de vous soucier des batteries. Et vous allez avoir très souvent votre robot qui sera branché en USB à votre PC pour pouvoir faire la programmation. Le souci, c'est que très souvent, les câbles traînent partout, soit ça traîne par terre, soit ça traîne sur la table, le robot roule dessus, c'est un petit peu l'enfer. Donc, nous, ce qu'on a fait chez nous, et ce que je vous propose aussi de faire, c'est ce petit système-là, tout simple. Voilà, là, c'est 2 manches à balai avec une petite impression 3D. Et de faire un petit système de cam management à partir des systèmes pour VR. C'est des petits systèmes qui ne coûtent pas très cher.
voilà, qui s'accroche au plafond. Normalement, c'est pour soutenir les câbles quand on fait de la réalité virtuelle. Donc, ça a un petit système de rappel qui est très très souple. Et nous, par exemple, voilà, on en a foutu un petit peu partout et on a tous nos câbles d'alimentation et de débugage et de programmation qui passent par le plafond sur nos robots, ce qui nous permet d'être à l'aise toute la journée pour pouvoir faire des tests et de ne pas être embêté avec l'intégralité de nos câbles. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne et qui peut être assez sympa. Alors, on arrive à la coupe, donc je ne vais pas refaire la présentation qu'il y a eu ce matin sur la préparation, etc. Mais juste avant la coupe, n'hésitez pas à vous concentrer sur l'homologation de vos robots. Ce qui est important, c'est que vous passiez l'homologation. Il y a une fiche qui résume tout ce que vous allez avoir besoin de faire et de valider pour votre homologation. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Je vous conseille aussi de fermer votre espace pendant quelques semaines pour vous concentrer vraiment sur les finitions de votre robot. Vous mettez une petite pancarte, là, si jamais il y a beaucoup de monde qui passe, juste pour indiquer que voilà, il faut que on vous laisse tranquille. Répétez vos matchs. Je pense que la préparation, c'est vraiment de répéter des matchs simples juste avant pour être sûr que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug et que vous ayez un système minimum qui fonctionne avant d'arriver à la coupe. Filmez-vous. Enfin, pas vous directement, mais votre robot, hein, bien sûr, pour vérifier aussi que vous n'avez pas loupé quelque chose, pour avoir des debugs visuels, et aussi pour poster par exemple sur le Discord de la coupe ce que vous faites, parce que même moi, ça m'est déjà arrivé de me dire regardez, j'ai un super programme d'homologation, et d'avoir oublié un élément et d'avoir tout le monde dans le Discord qui me dit non mais en fait les éléments ils sont pas valides parce que ça et vous l'aviez oublié et voilà vous avez loupé votre homologation comme ça. Donc n'hésitez pas à partager vos réussites ainsi que vos échecs juste avant la coupe. Et après voilà, il va falloir partir à la coupe. Donc un conseil, ne prenez pas tout le lab à la coupe. On vous le redira de toute façon dans les conseils avant de partir, mais ça ne sert à rien voilà, de partir avec toutes les boîtes, avec tous les trucs. Prenez le strict minimum pour pouvoir réparer vos robots, prenez des pièces de réparation, mais ça ne sert à rien de prendre 15 modèles de moteurs différents au cas où les 15 modèles tomberaient en panne. Ça n'arrivera probablement pas, j'espère pas, parce que sinon, voilà. Donc, essayez de vous canaliser. Planifiez votre voyage, etc. Mais surtout, voilà, kiffez pendant la coupe. Prenez des photos et des vidéos, n'hésitez pas à le faire parce que je vous rappelle, hein, on est en train d'animer un lab, donc il va vous falloir des retours pour vos sponsors, pour votre école, pour montrer ce que vous avez fait. Utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir parler de ce que vous faites. Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, on s'en moque. Hein. Voilà, nous, on est là pour s'amuser, donc n'hésitez pas à parler de vous. Et quand vous revenez, voilà, en général, vous avez plein d'idées pour l'année prochaine. Ça, c'est dans la voiture. Voilà, en fait, il y a toujours un moment juste avant la fin de la coupe ou juste avant la coupe où vous vous dites non mais l'année prochaine on le fait plus quoi. Et à la coupe, au bout d'une journée ou deux, vous allez venir et j'ai pensé à un truc pour l'année prochaine. D'accord, donc tout va bien en fait. Donc voilà, notez vos idées à ce moment-là, notez les choses qui n'ont pas été tout de suite. Voilà, vous avez un formidable outil dans votre poche pour à la fois prendre des photos et des vidéos et prendre des notes. Donc utilisez-le parce que quand vous allez revenir en septembre, vous allez pouvoir réouvrir vos notes et vous dire ah ouais, c'est vrai qu'il y avait ça qui avait merdé, ça serait bien de le corriger. Profitez du retour pour faire un petit tri dans vos affaires, pour les ranger, faites-le tout de suite. Et une fois votre local rangé, faites une petite festa, voilà, invitez le directeur de l'école, invitez d'autres profs voilà, qui pourraient être intéressés par vos résultats, invitez forcément tous vos collègues, faites un retour de coupe. Quelle que soit votre place, quel que soit ce qui s'est passé, même si ça s'est mal passé, faites-le. Voilà, ça vous permettra d'avoir un petit retour, un petit temps d'échange. Voilà. Bon, c'était pas si mal. Du coup, si on recommençait l'année prochaine. J'ai fini. Merci beaucoup pour cette écoute attentive. Et puis, si vous avez des questions, je suis bien évidemment disposé à y répondre. Oui, ça c'est aussi un... Ouais. Cette fois-ci, on fait le robot plus tôt. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Sur le chat, il y a Historica qui a posé une question. Ouais. Du coup, quel est le meilleur langage de programmation et pourquoi c'est le JS ? Ah mais il est en retard de 45 minutes là, non je pense que c'est pour toi. C'est pour moi ? J'en suis sûr. Réponds-lui, c'est le C++. Et puis, très intéressant.
D'autres questions? Il n'y a pas d'autres Non. questions. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Bravo, bravo.